passé dans une prison, Roland-Garros, un hôtel 4 étoiles, une patinoire, enfin des lieux complètement fous. Et je crois que c'est la compétition qui nous plaît, c'est ce jeu finalement d'essayer d'être meilleur que les autres, qui nous drive. Et du coup, comment on fait ça? On travaille beaucoup. On est des petites souris dans des choses dont on est relativement fiers de ces grands événements. Et au final, on contribue à ce que les gens aient le sourire et c'est ça qui nous botte. Un festival, si par exemple pendant 2 heures, les paiements ne fonctionnent pas, c'est comme si un magasin normal était fermé pendant 15 jours. On a les plus grands événements quasiment de la planète. Sur certains événements, c'est jusqu'à des dizaines de millions d'euros de transactions qui circulaient en espèces. Ce qui est rigolo, c'est que c'était en plein Covid. Donc vous avez une boîte dont le chiffre d'affaires est tombé à zéro. Avant le Grand Prix du Mexique, la première fois on le fait, à 3 jours du début de l'événement, notre matériel était bloqué en douane depuis une semaine et on n'arrivait pas à le faire sortir. Quand ça lance, je suis dans votre interface, puis j'actualise, je connais le numéro de l'organisateur et dès que je vois les premiers paiements, je dis ok, premier paiement, c'est bon. Il y a les autres qui disent on n'a rien sur les réseaux, ok, les serveurs, c'est assez rigolo. C'est pas une navette spatiale, mais c'est nos petites navettes à nous et c'est des moments marrants. Ouais. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les super locaux de WizEvent aujourd'hui. On a été très bien accueillis par tes équipes. On sent la chaleur, le dynamisme, la jeunesse, l'effervescence. Bon cool, c'est l'idée. Ça fait plaisir. Ouais, tant mieux. Eh bien écoute, on va commencer à discuter de ce partenariat qui lie Monext et WizEvent depuis quelques années maintenant. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous dire qui tu es et quel est ton univers ? Oui. Écoute, je suis Pierre-Henri Deballon, je suis un des cofondateurs de WizEvent, qui est une boîte qu'on a créée en 2008. Donc c'est une vieille start-up, mais qui essaie de rester toujours dynamique. Et mon univers, c'est l'univers de l'événementiel, parce que c'est ce qui me plaît. Et c'est notre mission d'ailleurs, c'est d'amener des technologies qui permettent à des gens de taper dans leurs mains, écouter de la musique, manger des frites, globalement passer des bons moments ensemble. Et c'est quelque chose qui nous paraît important dans les moments qu'on vit actuellement. Et mon univers, c'est le sport, la culture, les concerts, et voilà, c'est ce qui me nourrit. D'accord, c'est très clair. J'allais te demander justement si tu étais plutôt concert, festival, sport, les trois, visiblement. Plutôt sport dans ma jeunesse, et après, aujourd'hui, la réalité de WizEvent, c'est 40% de nos clients, c'est la musique. Les grands concerts, les grands festivals, même si on a des très grands événements sportifs, le Grand Prix de Formule 1 de Mexico par exemple. Mais c'est plutôt ces univers-là qui me plaisent et les valeurs du sport. Et d'ailleurs, c'est la dynamique des locaux, c'est aussi cette dynamique du sport, de travailler en équipe, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vibrent chez moi et je pense que c'est les valeurs qu'avec Sébastien, mon associé, nous portent. Et on sent qu'il y a des valeurs communes effectivement avec l'univers du sport. Donc tu es le cofondateur justement avec Sébastien dont tu parlais, Tonglé, de WizEvent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment a démarré cette aventure ? Sébastien, j'ai rencontré en maîtrise économie et de gestion du sport, donc ça refait le lien entre le sport et mes passions, mon univers. Et on devait monter un projet étudiant. On a monté un projet qui était une balade à vélo insolite qui s'appelle Vélo Tour, qui est un événement qui se déroule dans une dizaine de villes, d'ailleurs qui a eu lieu à Aix-en-Provence. Et en fait, le principe, c'est de passer dans des lieux qui sont fermés au public avec son vélo. C'est une sorte de grande balade, donc on est passé dans une prison, Roland-Garros, un hôtel 4 étoiles, une patinoire, enfin des lieux complètement fous. C'est pas une compétition, les gens viennent avec leur vélo en famille. Et pour ça, on avait 3 sources de revenus, les collectivités locales, les partenaires privés et les inscriptions. Et qui dit inscription, on est en 2008 et on voulait proposer aux gens de s'inscrire en ligne parce que c'était ce qui nous paraissait le plus logique, c'était en 2006 même. Et on a cherché des solutions de billetterie, on s'est rendu compte que les solutions de l'époque n'étaient pas adaptées. C'est-à-dire qu'elles ne nous permettaient pas de vendre sur notre site internet, elles ne nous permettaient pas de collecter les données. Et donc on a bricolé une solution avec un pote informaticien, et puis de là, d'autres organisateurs sont venus nous voir en disant « mais votre truc est super, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser ?» Et puis nous, c'était un side business. Et puis finalement, on a décidé de tout réinvestir dans ce projet et de se lancer en se disant que le marché était énorme, parce que tout le monde faisait des événements avec l'idée donc de simplifier la vente de billets et simplifier finalement la vie de l'organisateur. Ok, c'est intéressant parce que vous êtes parti de justement un petit projet de tour à vélo et pour finalement arriver jusqu'à WizEvent aujourd'hui. Donc exactement. Du coup, WizEvent 2008 versus WizEvent 2024, qu'est-ce qui a changé, mis à part, j'imagine, les effectifs qui ont légèrement grossi, les locaux qui sont nouveaux, visiblement, qui datent de l'année dernière. Voilà. Ce qui a changé, c'est le nombre de salariés. Et parce que quand en 2008 on se lance, on est 2, finalement on est 2 associés. Le nombre de salariés, je pense que l'envie n'a pas bougé, on est toujours dans cet esprit de compétition, on a envie de croquer le monde, d'essayer de faire le truc le plus gros possible. Et puis ce qui a beaucoup changé, c'est le fait que on est une boîte internationale aujourd'hui, avec des enjeux et on y viendra sur le paiement à l'international. On est une boîte aussi qui de plus en plus élargit son spectre, puisque ce cœur business billetterie s'élargit avec des solutions de contrôle d'accès, des solutions de paiement pour les paiements sur place, notamment dans un stade ou dans un festival, ce qu'on appelle nous le cashless, et puis des outils de marketing autour de ça, de gestion de staff. Donc finalement, ce que fait WizEvent aujourd'hui, c'est de fournir un ensemble de technologies à des organisateurs d'événements. Et notre ambition, c'est de créer le leader européen sur ce sujet.
Ok, donc on est passé finalement d'un service de billetterie simple à Une solution une plus large. solution globale. Ouais, et c'est peut-être ça qui a le plus changé, je pense. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui fait, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais quel est votre ADN? Qu'est-ce qui ne changera jamais, même si on grossit aujourd'hui chez WizEvent? Quel est l'ADN qu'on veut conserver? Je crois qu'il y a 3 choses. Le boulot. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour faire des projets qui se déploient, qui ont de l'ambition, c'est beaucoup de travail. Donc ça, je pense que ça ne changera pas. En tout cas, on essaie de l'inculquer aux équipes, cette valeur travail qui nous paraît importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des moments de plaisir, qu'on ne sait pas faire la fête et tout, mais en tout cas, la notion de travail est essentielle pour nous. Les valeurs du sport, donc la compétition. Et je crois que c'est la compétition qui nous plaît, c'est ce jeu finalement d'essayer d'être meilleur que les autres qui nous drive. Et du coup, comment on fait ça? On travaille beaucoup. Et puis, donc c'est ces 2 valeurs-là. Et puis la finalité de ce qu'on fait, je pense. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui nous porte, c'est se dire, et ce que j'évoquais tout à l'heure, on est des petites souris dans des choses dont on est relativement fier de ces grands événements, et d'être un petit rouage dans ces grands événements. Finalement, on s'approprie ces émotions, et au final, on contribue à ce que les gens aient le sourire, et c'est ça qui nous botte. Ouais, et puis quand tu vois le résultat sur des gros événements comme ça, j'imagine que c'est quand même hyper gratifiant de te dire, bah voilà, on est Ouais. derrière ça aussi. Ouais, c'est Et impressionnant ça même fait des fois. pas. C'est-à-dire, Ouais. des fois, on se dit, putain, tous ces gens-là, ils ont acheté un C'est billet nous. chez nous, ils vont devoir payer avec nos solutions, il faut que ça soit fiable, robuste. Et ça rejoint aussi le partenariat qu'on a avec vous sur le choix de nos partenaires. Il n'est pas anodin parce qu'on est dans une obligation du live et de l'événementiel qui fait que pendant un temps réduit, vous allez avoir beaucoup de consommation. Et donc un festival, si par exemple pendant 2 heures, les paiements ne fonctionnent pas, c'est comme si un magasin normal était fermé pendant 15 jours. Et donc, c'est des enjeux forts pour nous de redondance, donc d'avoir ces partenaires solides avec nous, capables d'accepter pas mal de moyens de paiement. Donc, c'est là-dessus que tout notre ADN, il est d'être en capacité de gérer le live, et avec une problématique particulière. On fait de la technologie, donc on a l'impression que c'est quelque chose de très scalable, ça l'est, mais avec une dimension de terrain où on va déployer du matériel, de contrôle d'accès, de paiement, et des équipes qui vont accompagner les organisateurs. Et donc, on a une dimension logistique forte, humaine, et la techno. Et finalement, le mariage des deux, c'est la plus grosse barrière à l'entrée pour nous par rapport à nos concurrents, c'est d'être capable d'avoir la meilleure techno et les meilleures équipes pour déployer. Donc le succès de Louis, c'est cette force techno et ses équipes. Ouais, mais justement, j'allais dire, qu'est-ce qui fait que vous avez révolutionné finalement le domaine de la billetterie et de la gestion d'événements? Mais finalement, c'est parce que tu viens un peu d'y répondre, mais voilà, vous êtes là de A à Z et l'enjeu, il est vraiment de réussir sur les 2 niveaux, quoi. Et puis billetterie, il y avait un point particulier, c'est qu'on est arrivé sur un marché monopolistique avec de gros acteurs dont le sujet était plutôt de maintenir des taux de marge et plus de penser à la finalité qui était l'organisateur de l'événement. Et donc quand on achetait un billet dans les réseaux de distribution, ce qu'on appelle les points de vente habituels, moi, naïvement, je pensais que l'acheteur devenait client du producteur ou de l'organisateur de l'événement. En réalité, il devenait client d'un tiers qui était ce réseau de distribution, et le producteur n'avait pas capacité de communiquer avec lui pour des informations pratiques ou pour lui dire vous étiez là en 2006, revenez en 2007. Et donc quand on a vu que tout ça, ça fonctionnait bizarrement, que c'était un marché qui était pas concurrentiel et qu'il n'y avait plus d'innovation, nous, organisateurs, on s'est dit qu'est-ce qu'on voudrait comme solution idéale. Et donc, on avait le cas pratique avec Vélotour, et donc on a créé la solution pour nous. On est toujours client parce que Vélotour existe toujours. Et c'est ce que je rappelle aux équipes, c'est j'essaie de leur dire toujours mettez-vous à la place de l'organisateur. Et aujourd'hui, on a 20 000 organisateurs d'événements sur la plateforme qui chaque année génèrent du chiffre d'affaires, donc vendent des billets. En moyenne, c'est des gens qui vendent une centaine de billets par an. Donc c'est des petits organisateurs, structures associatives, des particuliers, des cours photos, un atelier de poney, enfin des choses complètement variées et diverses. Et dans le même temps, on a les plus grands événements quasiment de la planète, puisqu'on bosse pour le Hellfest, le Grand Prix de Mexico, c'est l'événement pour moi qui est le plus impressionnant qu'on ait fait, c'est pas loin de 200 000 personnes par jour. Les plus gros festivals allemands, Tomorrowland, le Paléo Festival, le Salon de l'Agriculture, la Foire de Paris, défilé du 14 juillet, voilà, tous ces grands événements. Et avec des différences très fortes quand on fait le défilé de l'agence élite. Les besoins sont complètement différents, parce que là, vous avez 300 personnes triées sur le volet, le sujet, c'est de savoir qui est assis à côté de qui. Et à l'inverse, quand vous faites le Hellfest, votre sujet, c'est que vous fassiez rentrer 15-20 000 personnes en 1 heure, que les gens puissent consommer. Donc, c'est cette grande richesse et diversité de clients qui rend aussi le truc passionnant pour les équipes, parce qu'on peut passer d'un salon à une foire, une course automobile. Enfin, voilà. Ouais, on s'ennuie pas, il y a différentes problématiques qui font que On c'est jamais le même événement, quoi. On Donc, s'ennuie pas beaucoup. C'est ouais. génial. Tu parlais tout à l'heure du cashless, justement. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux avantages à la fois du côté organisateur et à la fois pour les participants à utiliser WizPay? Oui. En fait, le cashless, c'est un peu la même chose que la billetterie. C'est-à-dire qu'avant nous, des gens vendaient déjà des billets, et avant nous, on pouvait déjà acheter des boissons pendant un festival. Mais
l'expérience était celle qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on allait faire la queue pour acheter des tokens, les petits jetons qu'on avait dans les poches, qu'on gardait à la fin du festival, c'était compliqué de se faire rembourser. Et donc on est juste venu digitaliser ce process, et encore une fois en se mettant du côté de l'organisateur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu pour le participant, mais côté organisateur, sur certains événements, c'est jusqu'à des dizaines de millions d'euros de transactions qui circulaient en espèces. Avec beaucoup de vols, avec des frais de sécurité très élevés parce que c'est des agents de la Brinks qui font des allers-retours du matin au soir, un risque de vol très élevé, le déploiement de distributeurs automatiques de billets. Sur certains événements, c'était jusqu'à 15 distributeurs qui étaient installés. C'est une semaine d'installation, c'est des besoins logistiques très lourds, des coûts élevés et des emplacements de vente potentiels où vous préférez mettre un bar qu'un point de retrait. Donc on est venu faciliter la vie de ces organisateurs. On a même des fois des structures associatives qui sont dans ces événements qui ont dit nous on veut bien vous aider, tenir un bar, mais on ne veut pas être responsable de l'argent, donc mettez un système où il n'y a pas d'argent qui circule. Donc c'était aussi des fois leur demande. Et puis pour les festivaliers, l'enjeu c'est que pendant un festival notamment, vous êtes souvent présent pendant plusieurs jours, vous dormez au camping, donc la batterie de votre téléphone vous en aurez plus, la carte bancaire vous n'avez pas envie de la perdre. C'est associé au bracelet du festival. Dessus vous avez une petite puce qui permet aussi de gérer les droits d'accès. Donc le pass qui est valable 1 jour, 2 jours, 3 jours. Si vous avez payé pour un accès à l'espace VIP, vous avez aussi accès à l'espace VIP. Et donc ça vient faciliter la vie, ça accélère les transactions. C'est-à-dire que l'interrogation bancaire qu'on connaît de quelques secondes, elle n'a pas lieu. Et on vient aussi sécuriser l'organisateur parce que c'est déjà arrivé, il peut y avoir Visa, Mastercard qui a un pépin, une banque qui a un pépin, un prestataire de paiement, ça peut arriver. Et en fait, en préchargeant en amont de l'événement ces sommes sur ces bracelets, on permet au système d'être robuste puisque sans connexion Internet, si jamais tout sature, on peut continuer à payer. Et donc des très grands festivals français, avant l'ouverture des portes, jusqu'à 90% des sommes sont déjà préchargées, avant même l'événement. Et après, il y a aussi un enjeu pour l'organisateur, c'est que ces sommes, elles sont un peu plus indolores parce que vous n'avez pas le sentiment de payer, ça va plus vite, c'est plus rapide. Donc c'est tout l'enjeu pour l'organisateur et ça, je pense, un peu révolutionner le secteur. Et pour le consommateur, moi demain je suis à un festival, j'avais prévu de manger un seul sandwich et de boire un petit coca, et finalement je reste 3 jours, j'ai envie de plus. Est-ce que je peux recharger sur place en temps réel Alors on fait 3 choses. On peut recharger, il y a souvent des banques sur place, c'est-à-dire que vous allez voir un bénévole, vous lui donnez des espèces ou vous payez en carte bancaire et ça recharge votre bracelet. Mais plus simple, si vous avez rechargé en amont, vous pouvez enregistrer votre carte pour faire des nouvelles autorisations. Et donc on va venir interroger au fur et à mesure pour alimenter le solde, notamment quand on passe sous un montant. Donc le festivalier peut dire voilà, en dessous de 10 €, je veux recharger de 20 €. Et c'est d'autant plus indolore qu'à la fin, on permet à l'organisateur, s'il le souhaite, et 99,9% le font, rembourser les festivaliers. Et donc on peut faire une demande. Et puis si vous, demain, Monext, vous invitez sur sur le festival d'Aix-en-Provence, vous invitez des clients, vous avez aussi la possibilité ensuite de sortir une note de frais pour dire voilà, ces dépenses étaient dans un cadre pro, vous sortez un petit justificatif. Et puis dans le même sens, pour l'organisateur, c'est des datas qui lui permettent de savoir quelles sont les bières qui se vendent le mieux. Ça permet de faire des happy hours facilement. C'est-à-dire qu'en un clic, on peut baisser les prix pendant une demi-heure. On peut faire. C'est un vrai outil marketing. J'y vois le désavantage. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est pas partout. Pourquoi ça n'est pas encore développé partout. Merci pour cette explication. C'est beaucoup plus clair. Je verrai mes modes de paiement différemment quand j'irai dans un festival la prochaine fois. Un petit peu d'historique sur WizEvents. Il y a eu une étape importante parmi d'autres. Vous avez repris votre indépendance en 2021 en rachetant les parts détenues par VP. Oui. Quel a été l'impact pour vous sur le développement de WizEvents ? Il a été nul. C'est étonnant de le dire, mais on n'avait pas changé. Servante privée est entrée au capital en 2014 et puis peu à peu est monté dans la table de capitalisation. Mais notre investissement, notre façon de penser la boîte, on l'a toujours vécu comme notre boîte, même si ce n'est pas notre propriété, mais comme notre projet, un peu notre bébé. Et on n'a jamais changé de philosophie. Et on a eu la chance aussi que Vente Privée nous laisse vivre cette aventure aussi comme on le souhaitait en gardant un contrôle complet. Et on ne leur a pas trop laissé de place non plus. Mais on avait une sorte de wildcard, un peu le totem d'immunité de Koh-Lanta, qui était qu'en fait on délivrait. Donc comme on délivrait, on nous laissait tranquille. Et donc on s'est toujours comporté de la même manière. Et après d'avoir repris le contrôle, c'était plutôt un enjeu de se dire, on avait le sentiment d'être le Sherpa de Vente Privée, c'est-à-dire de créer de la valeur sans que forcément il nous apporte de synergie forte. Il y avait
peu de clients en commun. Et puis c'était une belle aventure. Ils ont fait une belle opération financière. On a été bien accompagnés. Et nous, on avait envie de reprendre notre indépendance et puis d'avancer dans le projet. Et à la faveur du Covid et puis de réorientation stratégique, on a pu mener l'opération. Et ça a peut-être marqué un moment important de redonner un petit coup de boost, mais pas forcément. Pour les équipes, je crois que c'était très indolore, parce que nous, on n'a pas changé. En tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'on ait changé nos ambitions, notre façon de faire. Mais par contre, c'était une étape ultra importante pour nous avec Sébastien. Et puis une négociation un peu incroyable, parce que Vente Privée, c'est quand même une boîte qui a été créée pour faire du déstock. Donc ils sont très bons en négociation. Donc c'était une longue négociation dans un contexte fou. Ce qui est rigolo, c'est que c'était en plein Covid. Donc vous avez une boîte dont le chiffre d'affaires est tombé à zéro, dont les perspectives sont délicates, Moyenne, avec une opération financière, parce qu'on a été chercher de la dette. Et donc on était dans un contexte particulier. Et de l'avoir réussi à le mener à bien, c'est... Dans ce contexte-là, bravo. C'est rigolo. Ouais. Donc finalement, l'aventure a redémarré, pas d'une nouvelle façon, mais c'était un nouvel élan pour vous et c'est plutôt chouette. Exactement. Tu en as un peu aussi parlé tout à l'heure, mais quels sont les plus gros événements que vous ayez couverts? J'ai le Grand Prix de F1 de Mexico, mais sinon Tomorrowland, Oui. qui est connu dans les festivals, parce que en termes de même d'exigence, ce qui est impressionnant quand on travaille avec eux, on le voit dans le souci du détail qu'ils ont dans la scénographie, Oui. mais nous on le voit dans l'organisation aussi, où c'est très pointu, très carré, il n'y a pas de place pour l'approximation. En France, le Hellfest, parce que pareil, c'est dans le détail et c'est des machines assez incroyables, des marques tellement puissantes. Et puis des événements un peu iconiques, historiques, le Salon de l'Auto, le défilé du 14 juillet, travailler avec tous les événements de l'Elysée aussi. Donc ça, c'est pour nous une belle marque de confiance. Et puis ça montre notre savoir-faire en termes de sécurité, en termes de technicité. Et puis des sujets aussi avec les Jeux Olympiques. Mais c'est ces événements-là les plus marquants. Et en nombre de participants, certainement le Grand Prix du Mexique, avec aussi un niveau de prestation incroyable pour les spectateurs, où quand on y va, on a les yeux grands ouverts. Ça donne envie là, d'y aller. Tu vois. J'avais un petit envie d'aller au Mexique. Et l'événement qui vous aurait donné le plus de sueur froide, alors j'imagine que tu vas revenir certainement sur les événements que tu as cités, mais non, pas forcément. Non, celui où... Bon, déjà, on essaie d'être stressé pour tous nos clients. C'est-à-dire que pour avoir été organisateur, même un petit événement, on ne peut pas le louper. Quand on reçoit 50 personnes, même pour son anniversaire, on veut que ce soit parfait, on a une pression. Donc on essaie de délivrer au maximum. Celui où on a eu le plus peur, moi où j'ai vraiment eu peur, c'est sur le lancement du cashless aux Vieilles Charrues, la première année, à tel point que j'étais incapable d'aller aux entrées. C'est-à-dire que normalement, on va aux entrées pour aider. Je voulais pas le voir. J'étais incapable de le voir. J'étais incapable de le voir parce que j'avais une pleine conscience de me dire que si notre système plantait, on aurait créé une émeute. Les gens viennent sur un festival pour deux raisons: écouter de la musique et boire des coups avec leurs copains et manger. S'ils peuvent pas écouter de la musique ou s'ils peuvent pas boire et manger, il y a un très gros problème. Et le sentiment d'être dans l'un des plus historiques festivals français et de se dire on pourrait le planter quasiment l'année de leurs 20 ans. Donc beaucoup de peur. Et donc moi je suis resté au QG, au niveau des Vieilles Charrues, à superviser la communication avec les équipes. Et en plus de ça, on a eu des phénomènes un peu fous, puisque on avait les équipes qui monitoraient puis qui nous disent à un moment donné on a les serveurs, on a un pic serveur, attention, on risque de s'écrouler. Et puis ça redescend. Et puis une demi-heure après, ça recommence. Et puis moi je devenais fou, j'étais vraiment stressé, j'arrivais pas à manger pendant 2 jours. Et en fait, ce pic serveur, c'était juste une sauvegarde automatique. Et du coup, c'était... Voilà. Et le truc s'est parfaitement passé. Et après, la pression est retombée. Mais c'est impressionnant. Et pour le coup, j'ai un associé qui, lui, est beaucoup plus... Lui, il était sur le terrain, les mains dans le cambouis et tout. Moi, et d'ailleurs, dans les rôles, Sébastien est beaucoup plus opérationnel sur le business développement. Moi, sur la stratégie, m'assurer que dans le back-office, ça roule, qu'on a les équipes, le matériel. Et j'étais incapable d'être sur le truc, j'avais une peur bleue, donc ça c'est des moments un peu fous. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Bon. Mais on aurait pu planter la boîte. C'est-à-dire que toute la réputation qu'on avait créée sur la billetterie, si on se plantait là-dessus, on se serait tiré une balle dans le pied incroyable. Et puis des difficultés qu'on a eues aussi sur des mises en vente, sur une mise en vente du Hellfest, une très grosse montée en charge qu'on n'a pas su tenir. Et depuis on a vachement progressé, on a la meilleure techno là-dessus maintenant, mais à l'époque on a échoué. Difficile parce qu'en face, puis on s'en voulait et puis on s'est fait pourrir sur les réseaux pendant plusieurs jours. Et puis c'est surtout le boulot de 10 ans. On a bossé pendant 10 ans comme des fous et là effectivement on n'a pas été bon. Et là d'un coup les gens, on est des moins que rien. Donc ça c'était un peu dur. Mais on s'en est relevé. Il se trouve en plus qu'on s'était fait attaquer par un hacker qu'on a pu faire condamner et tout. Donc ce qui montrait aussi qu'on n'était
pas que responsable, mais depuis, on a beaucoup progressé. Et d'ailleurs, on a fait la vente d'ACDC il n'y a pas longtemps, avec Oui. un pic de charge complètement fou. 50 minutes, non? Les places sont parties à peu près, je Ouais, crois. c'est parti en 50 minutes, ça aurait pu partir beaucoup plus vite. C'est que nous, en fait, on essaie de réguler le flux pour que tous les composants, et d'ailleurs la chaîne de paiement est importante, et je sais qu'on bosse vachement bien main dans la main ensemble parce qu'on vous prévient et que vous le monitorez, et puis de savoir que vous traitez des grands volumes avec des acteurs comme Amazon, que vous êtes habitués aux ouvertures de soldes et tout, c'est important pour nous. Donc on a des backups, mais vous êtes toujours en première ligne, et jusqu'à présent ça a bien répondu, donc c'est important. Ça va continuer, ça va continuer. Bon, c'est quoi le prochain festival de fou qu'on n'a pas et qu'on pourrait faire Le prochain sur lequel nous, alors parce qu'on a Tomorrowland Winter, et le Ah oui. prochain très gros qu'on vise, c'est Tomorrowland Summer, celui le plus connu en Belgique, sur lequel on est en discussion avancée, donc ça, si on le fait, ce serait top. Ouais. On croise les doigts. Justement, on parle de l'international. Quelles sont vos perspectives de développement à l'international? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que c'est en cours? Donne-nous quelques infos. Gros focus sur l'Europe. L'idée, c'est de créer un leader européen. On ne veut pas se disperser, on a levé peu d'argent, même si c'est quand même beaucoup d'argent, 1 million d'euros, mais on a levé peu d'argent par rapport à beaucoup de concurrents. Et notre idée, c'est d'être très fort dans chacun de nos pays, difficilement prenable. J'ai déjà vu des cartes de concurrents, des présentations où ils visaient toute l'Europe et ils sautaient la France parce qu'ils le voyaient comme un village gaulois imprenable. Donc, exactement. Et notre idée, c'est de faire ça dans d'autres pays, donc d'être très solide en Europe parce qu'une seule devise, l'euro, une seule réglementation, des moyens de paiement relativement génériques, même si chaque pays va de son propre concours l'épine en matière de paiement, mais globalement on se focalise sur l'Europe. Et on avait racheté Playpass pendant le Covid en même temps qu'on rachète les parts de vente privées. Playpass était un acteur qui lui était très international, et notamment avec des licences en Amérique du Sud, d'où Mexico. Donc on a de l'activité en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, un petit peu en Asie, très peu à Hong Kong, mais sur des événements de 300 000 personnes, le carnaval d'Hong Kong par exemple. Donc ça, c'est plutôt des ex-croissances, on va dire, mais c'est intéressant pour nous parce que ce système de licence nous permet de tester l'appétence d'un marché, et notamment le Mexique. On se rend compte qu'il y a des énormes événements, qu'il y a un marché, un potentiel fort, et donc pour nous, c'est un signe de se dire, si demain on doit aller en dehors de l'Europe, on ira là. On a aussi un petit bureau à Montréal, qui est la French Touch, on va dire, à Québec. Et donc, mais en tout cas, le focus, c'est l'Europe. Créer un bel acteur européen et ensuite potentiellement d'aller aux États-Unis, mais pas tout de suite. On veut vraiment être très solide en Europe. Et puis cette problématique de matériel, c'est plus facile de passer du matériel de Paris à Madrid que de Paris à Mexico, même si on le fait. Mais quand on s'est retrouvé, c'est un autre stress rigolo, mais avant le Grand Prix du Mexique, la première fois on le fait, à 3 jours des premières séances de qualification, donc du début de l'événement, notre matériel était bloqué en douane depuis une semaine et on n'arrivait pas à le faire sortir parce qu'on avait mal rempli le carnet ATA, qui est le passeport de matériel. Et donc là, on se retrouve à appeler l'ambassade, à appeler de tous les côtés, et puis finalement, le truc se libère, on ne sait pas comment, sans raison, mais le truc complètement stressant. Ouais. Les planètes étaient alignées. Ouais, on a eu... Parfois, c'est comme ça. Il le faut un peu, ouais. C'est l'événementiel. En fait, l'événementiel, c'est ça. C'est que 2 jours avant, on paierait cher pour que ça s'arrête, et puis finalement, une fois que ça part, un peu comme un serpent de mer qui se remet dans l'axe, et puis finalement, tout roule. Mais le début est toujours un peu stressant. Mais il y a toujours des imprévus, de toute façon, voilà, on le sait, c'est un métier où il faut s'y attendre, quoi. Ok, super. Donc, bon, pour l'instant, l'Europe et peut-être un jour le Mexique est plus loin. Peut-être il faudrait avoir du coup une antenne locale pour ces problématiques de matériel. Donc, c'est encore un développement qui prend un peu plus de temps et d'énergie. Ouais. Comment vous voyez-vous l'avenir de l'industrie des événements en termes d'innovation technologique, d'expérience de paiement? Là, on a parlé de cashless. Oui. Il y a des années, on ne s'en servait pas. Aujourd'hui, ça se développe énormément. Il y a encore des endroits où ça n'existe pas, bien sûr. Moi, j'ai fait pas mal d'événements où je payais encore avec mes tokens. Encore? Ouais, bien sûr. Notamment des matchs de sport, parce que je suis... Bon, alors, avant de partir, il faudra que je vous présente l'équipe commerciale pour qu'on puisse identifier ces prospects. Je situais où ils étaient, donc avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que toi, tu penses... comment tu visualises les choses? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir encore des nouveautés? Je pense qu'il y aura... Oui, alors après, nous, on est il y a plein de tendances. Il y a le métaverse, les NFT, le Bitcoin, toutes ces choses-là. On essaie d'être assez pragmatique. C'est-à-dire que les organisateurs d'événements, ils ont des moyens limités, même si c'est des grosses marques. C'est-à-dire que les noms de festivals que j'ai cités, c'est des marques qui sont connues nationalement, mais qui sont des associations parfois avec une dizaine de salariés à l'année, alors qu'on les imagine très solides. Et donc, une capacité à intégrer des innovations pas forcément équivalentes à celles de grands groupes qu'on a pu citer tout à l'heure avec qui vous pouvez travailler. Donc ça, c'est une première contrainte. Et puis très pragmatique, parce qu'il faut que ça marche.
Donc ok pour l'innovation, mais on ne peut pas se louper, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas un truc où on lance et puis on dit finalement on remet, on fait un marche arrière voilà, avec une version en ligne. Donc là c'est sur le terrain. Donc non, les innovations qu'on voit, nous, c'est le soft POS essentiellement. C'est-à-dire que ces vieux terminaux de paiement sur lesquels on pianotait vont devenir des smartphones, ce qui est un vrai enjeu pour nous, puisqu'on a dans les locaux, en bas, dans nos stocks, pas loin de 10 000 appareils qui nous permettent de gérer du contrôle d'accès NFC ou en lecteur de code barre, et qui demain seront des terminaux de paiement. Et donc, 2 enjeux, ça nous évite d'avoir 2 références, ça nous permet de déployer du matériel qui est compatible pour 2 activités, donc avec des synergies fortes, et de proposer demain potentiellement notre software à des gens qui ont leur téléphone chez eux, qui l'installeraient et qui feraient du paiement sur des petits événements, puisque l'ADN de WizEvent historique sur la billetterie, c'est des tout petits organisateurs, et ensuite on est monté sur des grands. Le cashless, on a été voir des très grands, et on essaie de descendre sur des plus petits, et donc le soft POS va nous aider potentiellement à aller dans ce chemin. Très clair. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, pareil, mais comment Monex finalement vous a accompagné tout au long de votre croissance? Tu as parlé tout à l'heure des pics de charge, quand vous avez des gros événements, etc., d'innovation. On travaille ensemble depuis quelques années. Qu'est-ce qui a fait que vous continuez l'aventure avec Monex? Ouais, c'est une bonne question. C'est une relation de confiance, déjà. Confiance dans la techno, confiance dans les hommes. Guillaume, on le connaît depuis peut-être une dizaine d'années. On en parlait tout à l'heure, il est venu dans nos petits locaux. Là, on a des beaux locaux, mais avant, on squattait entre guillemets, mais on nous avait prêté des bureaux à Noisy-le-Sec. C'était une petite structure. Donc, moi, j'attache beaucoup d'importance aux gens qui sont là au début ou dans les moments difficiles. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Et puis, confiance dans la techno. Après, on a un enjeu fort, c'est qu'on a de plus en plus de devises, de plus en plus de moyens de paiement. Et donc on a aussi d'autres acteurs avec qui on travaille, mais jusqu'à présent on s'est pas posé la question de se dire qu'on bosserait plus avec vous parce que le service répond, monte en gamme aussi, puisque il y a eu des moments où j'avais trouvé que l'accompagnement était peut-être un petit peu en dessous, et je sais que maintenant il est au niveau attendu, et donc ça c'est important pour nous. Et puis un acteur français, Cocorico, c'est bien si on peut bosser ensemble là-dessus, et puis ça nous permet de nous interfacer avec différents acquéreurs bancaires. Il y a des évolutions qui arrivent, on a des échanges constructifs avec les équipes, donc voilà, c'est comme ça qu'on voit la relation. Merci. Relation de confiance partagée. Cool. Est-ce que tu connais le pic de charge record qu'on a connu relever ensemble? Je pense que c'est celui d'ACDC. ACDC ou le Hellfest, c'est ceux qui poussent le plus. Je crois que même le Hellfest c'est un cran au-dessus. Je les connais dans les grandes lignes, mais de notre côté, c'est à l'ouverture, c'est des centaines de milliers de requêtes à la seconde à l'ouverture. Et ensuite, on dispatche ce flux pour vous l'amener petit à petit pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Mais je sais qu'on est. C'est toi qui fais des files d'attente qu'on peut pas. C'est nous qui, ouais. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on fait, la nôtre, on fait plusieurs choses. On donne la position. Ouais, ça c'est bien quand même. Ça c'est important. On donne la position. Et d'ailleurs, la fois où c'était mal passé, c'est qu'on donnait la position et il y a eu des bugs et la position était perdue. Donc on pouvait être deuxième et se retrouver 10 millième ou l'inverse. Mais ça, on l'a corrigé et depuis il y a 5-6 éditions qui sont passées, ça se passe parfaitement. Donc on donne la position. On donne des messages aussi les plus clairs possibles. C'est-à-dire que moi, je dis aux équipes, on n'est pas dans juste un enjeu technique. C'est un moment de stress pour les utilisateurs. Donc, on fait ce travail-là. Et puis, il y a un travail que vous ne voyez pas, qui est un travail technique pour éviter que des robots viennent capter les places et les revendre sur le marché second. Un travail technique pour éviter que vous ouvriez 10 ou 12 fenêtres sur le même navigateur. Donc, on les referme immédiatement. Ou en tout cas, on ne vous permet pas de le faire. Donc tout ce boulot-là, et puis on a des équipes techniques qui sont exceptionnelles sur le sujet, donc ça aide, et c'est des moments assez rigolos parce qu'on se met dans ce qu'on appelle des war rooms, on est tous ensemble, certains monitorent les réseaux sociaux, moi je suis sur les paiements d'ailleurs, moi je suis dans votre interface, ça c'est rigolo, c'est quand ça lance, je suis dans votre interface, puis j'actualise, je connais le numéro de l'organisateur, et dès que je vois les premiers paiements, je dis ok, premier paiement, c'est bon, puis il y a les autres qui disent on n'a rien sur les réseaux, ok, les serveurs, c'est assez rigolo, c'est pas une navette spatiale, mais c'est nos petites navettes à nous, et c'est des moments marrants. Ouais, c'est rigolo, généralement c'est des moments de stress, mais de bon stress quoi. Ouais, quand ça se passe bien, c'est du bon stress. Quand ça se passe mal, c'est difficile parce que la fois où ça se passe mal, on sent le truc qui glisse. Et en fait, c'est comme un sprinter olympique. Enfin, ou olympique ou pas, mais comme un sprinter. C'est-à-dire qu'une piche nette peut faire une vautrade énorme sur 15 mètres, alors que tout est bien calé. Et donc, c'est pour ça que c'est stressant. Ouais. Bon. Est-ce que... pardon. Citycats est en passe d'être racheté. Entre nous, est-ce que vous y avez pensé? Oui, on a regardé. Mais on a été jugé trop petit par les vendeurs.
Ce que je peux comprendre parce que c'était un gros morceau. Et en revanche, il n'est pas exclu, on verra comment les choses vont aboutir, mais ils ont un enjeu avec l'autorité de la concurrence dans différents pays. Donc il n'est pas exclu que sur certains pays, ils ne puissent pas faire l'opération. Donc si demain, ils étaient amenés à ne pas pouvoir prendre tout le gâteau, on pourrait regarder. Après, aujourd'hui, Citicat, c'est plutôt dans une approche réseau de distribution, quand on est dans une vision très logicielle. Et on a une très belle croissance organique, donc ce n'est pas un sujet de vie ou de mort pour nous de faire cette opération. On regarde beaucoup d'autres acteurs en Europe, dans cette stratégie de déploiement en Europe. Donc on est ouvert, et puis on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, ce ne sera pas nous qui récupérons le gros gâteau. J'aurais compris. Face à l'évolution des attentes des consommateurs en matière d'expérience événementielle, quelles sont les principales initiatives que vous avez prises pour rester compétitif sur le marché ? Ouais, c'est une bonne question. Le secteur de l'événementiel, en fait, pour que les gens se rendent à des événements et pour qu'il y ait des événements, il faut qu'il y ait un climat économique sain. Et donc quand on regarde des pays, d'ailleurs, on regarde le PIB par habitant, parce qu'en fait, c'est un luxe de pouvoir aller à des événements. Donc c'est important que l'économie se porte bien. Là, on le voit, il y a de l'inflation, c'est une situation plus compliquée. Cette inflation, elle est à deux niveaux, pour les participants, parce qu'ils ont moins d'argent, et pour les organisateurs, explosion des coûts de l'électricité, les coûts des artistes explosent aussi. Et donc nous, on a un parti pris. Quand on a posé notre modèle économique, on avait un prix très agressif, parce qu'on considérait que la valeur qui était prise et captée par ces acteurs en situation de monopole n'était pas forcément justifiée. Et c'est un modèle qu'on avait réfléchi, qui nous permettait à la fois d'être agressif, mais d'être profitable dans le long terme en investissant sans lever des fonds. Et on a les mêmes prix depuis 2008. Donc notre première réponse, c'est de maintenir nos prix. On n'a pas bougé nos prix. La deuxième réponse, c'est dans les moments durs d'accompagner le secteur événementiel. Quand il y a eu cette crise Covid, on a offert tous les remboursements. On a payé à nos frais des sondages IFOP sur le retour des Français dans l'événementiel. On a créé un podcast où on s'est parlé. C'était une sorte de psychologue de l'événementiel où je recevais des organisateurs. Je dis, bon, alors comment tu vis la crise ? Alors quel est le niveau de déprime ? et je crois qu'ils ont apprécié parce qu'ils ont senti que on le faisait aussi pour eux et que c'était pas juste une machine économique et qu'on était aussi là pour les accompagner. Donc c'est ça notre réponse. Et puis c'est d'essayer de leur apporter des solutions qui font sens, qui vont les accompagner et les aider dans la professionnalisation aussi de leur secteur. Donc c'est comme ça qu'on essaie de les accompagner au quotidien. Ouais. Et au niveau des consommateurs, justement, tu parlais d'inflation. Est-ce que vous avez vu une évolution positive ou négative au niveau des rechargements moyens sur Wispay, justement ? Alors, on a vu, oui, au fur et à mesure, parce que les gens maintenant sont habitués, savent qu'ils peuvent se faire rembourser. C'est-à-dire qu'au début, quand vous êtes un peu dans le doute, vous mettez 10 euros, puis 10 euros. Donc là, on a des fois des chargements beaucoup plus forts, 100 euros, et puis à la fin, ils demandent le remboursement. Ça, c'est une première constante. Il y a une constante aussi où nos sociétés sont quand même des sociétés un peu en crise, un peu avec de la violence, avec un besoin d'exutoire. Et donc, la part qui est dépensée par les gens dans les activités de loisirs est de plus en plus importante. Il y a des gens qui préfèrent avoir des petits apparts, mais vivre des expériences. Cette génération un peu de l'expérientiel. Donc ça, on sent que les budgets, mais bon, c'est pas non plus sans fin. C'est-à-dire que là, on voit cette explosion des coûts de production et du prix des places, fait qu'il y a quand même une élasticité prix qui ramène tout le monde sur Terre. Mais ouais, on voit les prix, les sommes qui sont dépensées pour certains concerts qui sont impressionnantes. Les gens ont quand même besoin de se faire plaisir, de se faire du bien, de vivre des belles expériences et du coup, ils sont prêts à débourser un petit peu pour ça, quoi. Je crois. Encore, heureusement. Tant mieux pour nous. Quels sont les futurs projets de développement de WizEvent ? Comment vous envisagez de continuer à innover dans le domaine de la billetterie, de la gestion d'événements ? Ma question est très longue, attention, elle fait 2 km. Est-ce que vous avez prévu de développer des nouvelles fonctionnalités, par exemple, pour améliorer encore l'expérience des organisateurs et des participants aux événements ? Oui, toujours. Ouais. C'est vraiment notre ADN, l'innovation. Je vais faire une confidence, mais je l'avais déjà dit, mais le cahier des charges que j'ai rédigé en 2006, quand je démissionne pour lancer WizEvent avec Sébastien, il y a certaines fonctionnalités qu'on n'a pas encore sorties, qu'on veut sortir et qui sont dans la roadmap aujourd'hui. Okay. Donc non, on est un peu comme tout le monde, comme toutes les boîtes technologiques, on a une roadmap longue comme le bras. La chance qu'on a, c'est qu'on a un directeur technique et des équipes brillantes, c'est-à-dire que c'est un Top Gun, voilà, c'est comme ça, on a de la chance. Et quand on a racheté Nemopay, qui était une boîte montée par des anciens stagiaires de WizEvent, ils avaient développé une solution pour leur école qui permettait de payer toutes les consommations dans l'école, la machine à laver, les photocopieuses avec la carte étudiant.
Et on s'est retrouvés autour de ce projet en disant faisons-le dans les festivals. C'est énorme. Et voilà, et c'est des brillants. Et c'est là-dessus qu'on capitalise. On essaie aussi d'avoir des équipes très jeunes. Parce que je ne suis pas sur TikTok, alors ça c'est marketing, mais je ne sais pas trop ce que c'est bien d'avoir des équipes marketing qui sont dessus. Et pareil sur les nouvelles techno, et c'est eux des fois qui nous poussent un peu sur des moyens de paiement, sur des nouvelles façons d'aborder les choses. Donc en matière de paiement, il y a notamment trois sujets qu'on regarde. La partie soft POS qui est importante. L'intégration des billets, enfin c'est plus le post-paiement, mais l'intégration du billet dans des applications mobiles pour les sécuriser, les revendre. Et puis un troisième sujet qui est ce qu'on voit arriver de plus en plus, qui sont les paiements sous forme de sorte de virement entre banques, parce qu'on a un enjeu de frais aussi de notre côté, avec des acteurs comme Visa, Mastercard qui se comportent comme des loups, et qui je trouve pas forcément très fair. Donc si à un moment donné on peut... moi j'aime bien le réseau carte bleue, ça coûte moins cher, et puis j'aime pas les gens qui sont en situation de monopole et qui en profitent. Je trouve que la force c'est d'être en situation de monopole et de rester et de maintenir ses prix par exemple. Nous, par exemple, quand je disais que depuis 2006 on a les mêmes prix, je vais pas retourner voir mes clients en disant écoutez on est la seule ou la meilleure solution et c'est 2 fois le prix. C'est plutôt de se dire écoutez vous nous faites confiance depuis ces années, merci, et on continue. Je comprends. Donc là on a une équipe de dev en dessous de nous, à l'étage en dessous, c'est ça qui est au taquet. Un plateau. Un plateau entier qui est au taquet. Bon, on a hâte de voir toutes ces innovations. La petite breaking news, la semaine dernière, WizEvent a été sélectionné au sein de la promotion 2024 du Next 40. Donc déjà, félicitations. Merci. C'est un label hyper prestigieux qui distingue les startups françaises les plus prometteuses. Pour vous, concrètement, qu'est-ce que ça change? Vous allez avoir un accompagnement, enfin, on sait tout ce que ça implique, mais voilà, du coup, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous allez faire ça fait, plus De plus, je sais pas. Non, ça fait plaisir. Ouais. C'est une belle reconnaissance. J'étais très critique vis-à-vis de cet indicateur, et je l'avais dit, parce que c'était uniquement basé sur les levées de fonds, et je trouvais que ça donnait une vision déformée de ce qu'est une start-up, de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et donc on est les premiers entrés dans ce classement pour le chiffre d'affaires, donc c'est une fierté supplémentaire. Et c'est aussi un message pour les équipes, c'est-à-dire que le chemin qu'on a pris n'était pas forcément le plus simple, et on ne l'a pas non plus choisi. C'est-à-dire que si on avait pu lever plus de fonds, on aurait levé plus de fonds. Il se trouve qu'on n'a pas réussi à lever autant qu'on souhaitait. Donc finalement, on a choisi un autre modèle et qui nous va bien parce qu'il nous permet de garder le contrôle et puis avec des valeurs saines. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit un jour, OK, maintenant on est rentable. Ça a été dès le début, on a essayé de trouver un modèle qui était gagnant-gagnant pour nos clients et nous, qui nous permettait d'investir, d'améliorer le produit, d'assurer une performance de nos solutions pour nos clients. Donc ça ne changera pas grand-chose. Par contre, c'est une belle reconnaissance. C'est important aussi d'avoir cet appui de l'État pour être dans un dialogue plus simple aussi parfois avec les administrations, d'avoir ce crédit aussi, de se dire demain ça vient renforcer ce qu'on peut faire avec des ministères. On bosse aussi avec le ministère des Armées sur les commémorations du débarquement. Donc d'avoir ce petit label French Tech, c'est une fierté. J'avais le petit coq quand on nous l'a remis et j'étais fier comme un coq pour le coup. Mais tu peux. Donc non, voilà. Et puis je pense que ça va nous donner de la visibilité. La visibilité, de la reconnaissance pour les équipes. Je pense que se dire tiens, je suis dans une boîte qui est dans le Next 40, j'ai des copains qui me disent t'es comme Blablacar et tout, donc ça parle aux gens. Donc en tout cas, ça fait plaisir. Chez WizEvent, on n'est pas beaucoup dans les célébrations, on est toujours dans l'étape d'après. Et des fois, on nous l'a reproché, à dire mais les gars, arrêtons-nous, on pourrait juste fêter ce qu'on a fait, vous êtes déjà à l'étape d'après. Et là, on l'a un petit peu plus fêté. En tout cas, les gens étaient contents. Il se trouve qu'on a eu l'information le jour où on faisait notre sorte de séminaire de lancement de saison, donc c'était cool. Tombé pile poil. En plus, vous avez un bar super sympa au premier niveau, là, de quoi faire fêter ça. On a essayé en bas de reconstituer un univers événementiel avec la partie un peu clubbing bar, avec une scène pour la musique. On a acheté des instruments, on a fait comme un petit podium, enfin comme un stade. On essaie de coller un peu à notre univers. Bon, nous, on attend l'invitation pour venir fêter ça. En tout cas, on sera là. Avec plaisir. Un petit mot de la fin, parce que là, je t'ai beaucoup fait parler. Quel est, selon toi, l'événement à ne pas rater en 2024? C'est les JO. On bosse pas directement pour les JO, mais c'est les JO parce qu'on est des grincheux en France, alors que c'est un événement qui est incroyable. Oui, ça va être un peu le bordel, mais comme quand on fait venir des gens chez soi, en fait. Quand on est super content de les accueillir, on passe un bon moment. Et oui, quand ils partent, y a de la vaisselle, il faut ranger, il faut passer un coup d'aspi et tout. Mais les souvenirs, les émotions qu'on va se créer, je pense que seront là. Et puis le truc paralympique, moi, je suis en train il faut que je le fasse, j'ai pas encore fait, mais je veux voir la finale de je crois qu'on dit parafoot, qui sera au Trocadéro, parce que je me dis que c'est un beau message et ça va être cool à voir, quoi.
Donc non, les JO, soyons fiers. Toi, tu fais partie des Parisiens qui seront là. Ouais, alors moi, j'ai pas le choix pour le boulot. L'été, c'est pas le meilleur moment pour les vacances pour nous, pour toutes les équipes d'ailleurs. Ouais. Mais non, je serai là et je serai content d'être là. Ouais. Mais t'as raison, je pense que ça va être un chouette événement. Et puis on a de la chance, quoi. C'est chez nous et ça Tous les se 100 reproduira ans. pas Tous les 150 100 ans. fois. C'est Voilà, l'autre fois, on le verra pas deux fois. c'est l'autre fois j'ai réagi, je me suis dit, parce qu'au début, j'ai pas trop envie d'y aller. Enfin, je me disais, bon, j'aurais du boulot. Et puis j'ai pensé à mes gamins, je me suis dit, mais attends, mais un jour, ils vont me dire qu'ils avaient 10 ans, 8 ans et que je les ai pas emmenés alors que c'est tous les 100 ans et que le prochain, ils auront 110 ans. Et je me suis dit, mais non, c'est con, quoi. Il faut que je les emmène. Ouais. Bon, ben chouette. Je te remercie beaucoup, Pierre-Henri, de t'être prêté merci à vous. de cette interview. On espère pouvoir vous accompagner durant encore des décennies, vous suivre sur ce développement européen. On vous souhaite plein de succès et puis à très bientôt. Merci. Merci.